Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. S'apprête à verser 51 millions d'euros au Rwanda pour son secteur minier. C'est le député français au Parlement européen Thierry Mariani qui le révèle et dénonce l'incohérence européenne à son comble. L'opposant d'Élysée Sanga lance sa campagne « Ne touche pas à ma constitution ». Le leader du parti en vol attend la fin du mandat de Félix Tshisekedi, dénonçant toute modification de la loi fondamentale à des fins politiques. Plusieurs irrégularités et zones d'ombre constatées dans la gestion des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani par le Frivao. C'est ce que révèle un rapport publié par le Centre de recherche en finances publiques et développement local. Difficile situation pour les victimes des pluies à Mouchi dans le Maïdombe où plusieurs ménages passent depuis jeudi des nuits à la belle étoile. Plus de 450 maisons, écoles et églises se sont effondrées et 6 enfants ont été blessés par des chutes de briques. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Dossier RDC Rwanda, l'incohérence européenne. À son comble, c'est ce que dénonce le député français Thierry Mariani. Selon lui, l'Union européenne s'apprête à verser 51 millions d'euros au Rwanda pour son secteur minier, alors que le pays est accusé de massacres et de pillages en République démocratique du Congo. Le Parlement européen condamne ces actes, mais la Commission finance le recel d'un vol, a déclaré Thierry Mariani devant ses collègues au Parlement. J'avais déposé une objection pour bloquer une décision, à mon avis, choquante de la Commission qui prévoit d'attribuer 51 millions d'euros au Rwanda, notamment pour la structuration de son secteur minier. Alors que l'Union européenne a déjà pris des sanctions contre ce pays, et vous savez que ce secteur minier rwandais est alimenté par des minéraux qu'il pille sur les ressources de la République démocratique du Congo. Nous n'aurons pas la possibilité d'examiner ma proposition, car visiblement il n'y a pas eu de réaction, je le regrette, car chacun sait que le Rwanda est directement impliqué dans le pillage des ressources de la RDC via le M23 et qu'il occupe illégalement une partie du territoire congolais. L'Union européenne a sanctionné certains de ses responsables et aujourd'hui, en contradiction totale, nous fermons les yeux sur ce pays en continuant de financer sa gouvernance minière. En ignorant cette objection, nous envoyons à mon avis un signal dangereux, celui d'une Europe incohérente, avec un Parlement qui dénonce à juste titre un scandale des pillages et une Commission qui finance ce pays de l'autre. Et il y a quelques mois, les eurodéputés avaient demandé à la Commission et au Conseil de suspendre immédiatement le protocole d'accord Union européenne-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières. Cette suspension devait rester en vigueur jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence en RDC et qu'il a cessé d'exporter des minéraux extraits des zones contrôlées par le groupe anti-gouvernemental M23. Pendant ce temps, l'opération d'identification des déplacés qui ont fui l'insécurité dans l'est de la RDC et qui se sont installés à Kabimba, à 60 km de Kalemi, dans la province de Tanganyika, où l'opération a bien débuté. Objectif, apporter une assistance aux déplacés qui vivent dans des conditions précaires. L'opération menée par le Programme alimentaire mondial et d'autres organisations humanitaires concerne plus de 1000 ménages. Un membre de la société civile, Mika Omar, salue ce processus qu'il qualifie d'action de consolidation qui vient atténuer tant soit peu la souffrance des déplacés. On l'écoute. Qui ont passé à l'enregistrement biométrique, les scoops, ils ont passé au scoop, donc l'enregistrement biométrique. Ce sont les déplacés qui ont fui les combats à l'est, donc du sud et du nord Kivu, qui sont dans les territoires de Kalemi. Alors depuis leur arrivée au mois de mars, ils n'ont pas encore eu aucune assistance. Après les plaidoyers des autorités et de la société civile, le Programme alimentaire mondial a voulu maintenant assister cette population ainsi que les familles d'accueil. La condition vraiment dans laquelle les déplacés vivent, c'est une condition calamiteuse, vraiment qui reste à désirer, car
il y a des femmes qui ont fui avec les enfants, qui commencent à se livrer, même dans des pratiques inhumaines, pour essayer à chercher les survies avec leurs enfants. Actuellement, aucune aide, depuis le mois de mars qui sont venus, jusqu'à présent, aucune aide. Alors, il y a encore d'autres vagues qui étaient venues, une affaire au mois de 63, qui étaient venues récemment, qui sont dans des familles d'accueil. Mika Omar, membre de la société civile dans la province de Tanganyika, au téléphone de Fabien Kambizi. Il attend la fin du mandat de Félix Tshisekedi, qu'il estime à 1180 jours restant à la tête du pays. C'est l'opposant Deli Sesanga, leader du parti en vol, qui l'a dit samedi lors d'un meeting à Kinshasa, lançant sa campagne « Ne touche pas à ma constitution ». Il a martelé que la loi fondamentale ne doit pas être modifiée pour servir les intérêts politiques et que l'urgence reste la situation nationale. Deli Sesanga, des propos traduits par Genovic Mboa. Lokola bino boboyi pasi, lokola bino boboyi minyoko, lokola bino boboyi bitumbana S, lokola bino boboyi bapongo la constitution na biso. Puisque vous avez dit non à la souffrance, non à la guerre à l'Est et non à la révision de la Constitution, je vous appelle à vous lever. Dites à ceux qui sont restés à la maison de ne pas dormir, d'aider la peur et de se tenir debout. Soyons unis. J'en appelle à toutes les forces, la société civile, l'opposition comme la majorité. Nous tous qui aimons ce pays devons nous opposer à la révision de la Constitution. Cela ne sera possible que si le peuple se lève et passe à l'action. Mettons de côté les divisions, soyons unis dans ce combat. Dans les prochains jours, nous rendrons public un calendrier pour poursuivre cette campagne et permettre à chacun de briser la peur. L'opposant Deli Sesanga, en réaction, le président du parti travailliste, Steve Bikai, rejette en bloc ces velléités. Pour lui, ce n'est pas encore le moment de parler départ du président Félix Antoine Tshisekedi, car le pays est en guerre. Il faudrait d'abord reconquérir les territoires sous contrôle de l'ennemi. On l'écoute. Avant de demander de dire que les jours sont à compter, il faut d'abord avoir une certaine capacité, la capacité de mobilisation, la capacité de pouvoir influencer la vie politique. Moi, je pense que c'est son droit, mais bien sûr, c'est une stratégie pour résister. Mais et je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir d'abord voir comment récupérer les territoires qui est occupés. Il y aura les élections éventuellement en 2028, en 2030, étant donné que la guerre a tout perturbé. Je pense que l'option la plus probable, c'est d'avoir des élections en 2030. Alors, on ne peut pas commencer à parler du départ ou de rester alors que le mandat court encore. Et puis, quand il parle de la Constitution, à ce jour, il n'y a personne qui a lancé des débats sur la Constitution. Et comme je le dis, je pense que M. Sanga a tout simplement voulu inventer quelque chose et raconter aux gens pour faire parler de lui. Donc pour vous, ce n'est pas encore le moment de parler du départ du président de la République? On n'est pas encore là. Aujourd'hui, le débat le plus important, c'est de soutenir les forces armées et les Wazalendo pour nuire l'armée rwandaise, le troupes rwandaises. C'est donc pour sa diplomatie pour arriver à pouvoir conquérir le territoire qui est occupé. Vous voyez, par exemple, en Ukraine, le mandat du président ukrainien est déjà terminé, mais on ne parle pas d'élection parce qu'ils sont en guerre. Nous aussi, nous sommes en guerre. C'est pas le moment de parler d'élection. On va parler d'élection quand on aura récupéré les territoires. Et tant qu'on aura pas récupéré nos territoires, il n'y aura pas d'élection. Le chef de l'État va continuer parce qu'il n'y aura pas de vide à la tête du pays. Steve Bikai, président du parti travailliste, parti membre de l'Union sacrée, au téléphone de Isabelle Moyengo. Le Parti pour l'Action et son initiateur historique, professeur Trifon Kinkemurumba, se prépare déjà pour les élections de 2028. Il compte rafler plusieurs sièges aux législatives nationales et provinciales et aux élections locales. C'est dans ce contexte que les cadres de cette organisation politique sont en train d'être renforcés en capacité à Kinshasa, à l'école du parti. Ils apprennent les stratégies à mettre en place en vue de réaliser des performances lors des élections générales à venir. Christine Kalati, présidente de la Ligue des femmes du Parti pour Action.
C'était une réunion de rentrée politique du Parti pour l'Action, dont l'autorité morale est connue, le professeur Trifon Kinké Molumba. Nous nous sommes réunis pour réfléchir déjà comment affronter les prochains scrutins, quelles sont les stratégies à mettre en place à cet effet. Voilà pourquoi ont été associés à cette réunion des jeunes qui sont venus de province. Il était question de les mettre à niveau afin qu'ils puissent s'imprégner de cette stratégie et déjà préparer les prochains scrutins. Vous savez, on le dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir. Et pourquoi même pas dire que la jeunesse, c'est le présent. Donc, ils sont là avec nous pour que nous puissions affronter les prochains scrutins. Le message est le même, il est clair, les élections se préparent aujourd'hui. La victoire se prépare aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le travail que nous avons déjà débuté, ça fait déjà un moment. Et nous-mêmes, nous venons de l'intérieur de Massimanimba, toujours dans le cadre des préparatifs déjà des prochaines élections. Donc, et c'était un message de mobilisation, de remobilisation et de motivation afin que nous puissions nous mettre déjà au travail. Ils vont reprendre les travaux la semaine prochaine, mais menacent déjà de boycotter les séances. Ce sont les députés provinciaux qui réclament toujours leurs émoluments des mois de juin et juillet. Réunis samedi en Assemblée générale à Kinshasa, ils dénoncent le non-paiement de leur salaire malgré la signature des ordres de paiement par le ministre des Finances. À ce jour, aucune province n'a encore été servie. La RDC va bénéficier de 3 500 000 $ pour booster son commerce à l'international. C'est l'enveloppe décrochée par le ministère du Commerce extérieur que pilote Julien Paloukou. Les experts de son ministère qui ont participé aux travaux du Forum global du cadre intégré renforcé CIR tenu à Genève en Suisse ont reçu des assurances de l'Organisation mondiale du travail. Il s'agit de la concrétisation d'un partenariat international visant à aider les pays les moins avancés à renforcer leurs capacités commerciales pour stimuler leur croissance économique et réduire la pauvreté. Ceci en intégrant le commerce dans les stratégies nationales de développement grâce au financement de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement et de l'Organisation mondiale du commerce avec l'appui des bailleurs. Gilles Mwilumbo, secrétaire général au commerce extérieur et point focal du CIR. L'équipe du cadre intégré renforcé Genève sera ici à Kinshasa au courant du mois prochain et donc nous allons travailler déjà pour mettre sur pied des éléments qui vont nous permettre justement d'avoir ce cadre de travail et de pouvoir booster l'économie congolaise par le commerce et l'investissement. Donc comme vous le savez également, le commerce est un instrument, un levier essentiel pour le développement des pays les moins avancés. Et certains pays qui ont bénéficié de ce programme ont su quitter la zone des pays les moins avancés pour accéder à l'autre zone qui est le pays en développement. Et donc nous avons cette ambition-là, de faire du commerce réellement un instrument de développement de notre pays. D'autant plus que nous avons différents marchés, notamment le marché de la SECAF, qui va également bénéficier de ce projet qui va à travers des innovations, à travers le développement du commerce numérique, à travers l'amélioration des filières porteuses de croissance pour que nous puissions réellement nous intégrer aussi dans le système commercial multilatéral que dans la SECAF. Nous avons eu à échanger sur la troisième phase de la mise en œuvre du cadre intégré renforcé. Pour rappel, le cadre intégré est une structure de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et de la CUSED, qui a essentiellement pour mission d'améliorer la capacité de l'offre des pays les plus avancés afin de les intégrer dans le système commercial multilatéral. Gilles Mwilumbo, secrétaire général au commerce extérieur. Plusieurs irrégularités et zones d'ombre constatées dans la gestion des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani par le Frivao. C'est ce que révèle un rapport publié par le Centre de recherche en finances publiques et développement local. Ce document révèle que seuls 2 millions ont été versés aux victimes sur les 105 millions retracés pour payer les victimes en guise de réparation. Valérie Mandianga, coordonnateur du centre, révèle qu'en parallèle des fonds versés aux victimes, plusieurs millions ont profité à certaines autorités et 4 millions ont même financé un bureau d'échange à Kinshasa. Explication de Valérie Mandianga au micro de Dieu merci Lusaku Mounou. Lorsque nous regardons tous les paiements qui ont été effectués, nous nous rendons compte qu'il n'y a qu'environ 2 millions de dollars qui ont été payés sur les 105 prévus. Et au niveau des victimes, c'est une poignée de personnes qui a bénéficié
d'une allocation d'environ $2000 américains. Mais nous pensons que ces allocations sont très très faibles dès lors que le montant qui devait couvrir ces dépenses reste encore pendante. Donc c'est un peu ça. Et en parallèle, nous avons constaté qu'il y a eu des placements, il y a eu des dépôts à terme qui ont généré des revenus et quelques personnalités publiques en ont été bénéficiaires. Et ces fonds ont pratiquement circulé autour des 10 comptes bancaires. Et si vous regardez, la majorité des comptes bancaires ont pour mandataire le ministre de la Justice et le reste des comptes bancaires, ce sont des comptes d'affectation, notamment d'un bureau d'échange qui a aussi bénéficié d'un transfert d'environ 4 millions de dollars. Les autres là, ce sont des paiements, par exemple, d'un véhicule au niveau du ministère de la Justice. Et vous avez aussi certaines dépenses non éligibles qui ont été effectuées avec les fonds qui devraient indemniser les victimes. Il faut noter que les membres du premier comité de gestion ont été suspendus par l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, pour mauvaise gestion de Frivao. L'équipe du deuxième comité a également été suspendue par le ministre intérimaire depuis l'ouverture du procès. Constant Mutamba, son coordonnateur, a été mis à la disposition de la justice et il est actuellement en état d'arrestation. La RDC renforce la surveillance de ses forêts en vue d'une gestion durable depuis quelques années. La province du Kwilu a fait des grands pas dans la protection de cet écosystème capital pour la survie de l'humanité. Des résultats acquis grâce notamment au système national de surveillance des forêts dans le cadre du projet intégré de la réduction des émissions dues à la déforestation et dégradation des forêts. 6 ans après, les principales activités de ce projet mises en œuvre par l'agence japonaise de coopération internationale avec le financement du CAFI et FONARED se sont clôturées à Kwilu au cours d'un atelier de capitalisation des acquis. Écoutez Philippe Akamituna, gouverneur du Kwilu, et Keiichi Okitsu, représentant résident de la JICA. Grâce à l'appui japonais dans notre pays, les pirates Kwilu a permis d'obtenir des acquis remarquables, notamment la restauration du couvert forestier par l'agroforesterie et des plantations villageoises, la mise en place et l'animation de comités locaux de développement, aujourd'hui reconnus comme cadre de gouvernance locale et participative, la valorisation des filières innovantes comme la carbonisation durable, l'apiculture et les produits forestiers non lignés. L'élaboration du plan provincial et des plans locaux d'aménagement du territoire qui constituent désormais une boussole pour la gestion durable de nos espaces. Après pratiquement 7 années de mise en œuvre des indicateurs de performance dans le domaine de l'opérationnalisation du SNSF au niveau national, le gouvernement aide la structuration des communautés pour la mise en œuvre de la RED+, la planification spatiale, l'agroforesterie pour la séquestration du carbone et l'amélioration de vie des populations dans la province de Kwilu ont été atteints. À titre indicatif, en ce qui concerne le SNSF, des agents de MEDD ont été formés pour la collecte et évaluation des données, l'interprétation des images satellites et l'assurance contrôle qualité de l'inventaire forestier national. Le ministre délégué de l'Environnement en charge de la nouvelle économie du climat fait de la valorisation des déchets à Kinshasa et en province son cheval de bataille. C'est dans ce cadre que la ministre Arlette Bati Tito et sa collègue ministre déléguée, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Angèle Bangassa Yogo, ont effectué une descente sur le terrain pour rencontrer les acteurs évoluant dans ce secteur et échanger sur les défis et enjeux sectoriels. C'est dans l'optique de rechercher les solutions durables dans la gestion des déchets. Explication Gino Rehema. Tout a commencé par une séance de travail avec les responsables de l'Organisation pour la gestion de l'environnement au GEC en sigle, structure de la société civile qui travaille depuis 25 ans maintenant dans les domaines de l'assainissement de l'environnement et de la gestion des déchets. Les échanges ont tourné autour de la recherche des solutions durables dans la gestion des déchets. Deuxième étape de cette
récente, c'est la visite des usines spécialisées dans la collecte, le traitement et le recyclage des déchets non biodégradables. Partout où elles sont passées, la ministre Arlette Bahati Tito a rappelé la détermination du président Félix Tshisekedi d'accompagner les initiatives privées à travers un partenariat gagnant-gagnant afin d'aboutir à une valorisation et gestion efficace des déchets en République démocratique du Congo. Nous voulons quand même matérialiser la vision du chef de l'État qui consiste à assainir la ville province de Kinshasa en particulier, mais les autres provinces aussi. Et on est très réconforté par rapport aux efforts que les privés font pour assainir le milieu, mais nous pensons qu'il est temps quand même que les gouvernements puissent les accompagner. Et nous avons eu plusieurs séances de travail avec d'autres opérateurs qui sont dans les secteurs et nous pensons qu'il est vraiment temps de pouvoir maintenant porter cette question-là au niveau du Conseil des ministres, quitte à nous autoriser de pouvoir mettre en place une task force qui va essayer de déceler les problèmes mais également des résolutions. Par cette démarche, la ministre déléguée Arlette Bahati Tito veut, à travers l'économie circulaire des déchets, mettre en place une feuille de route et des réformes sectorielles susceptibles de donner des résultats durables. Les responsables réceptifs ont relevé devant les deux ministres délégués les difficultés sectorielles tout en encourageant l'initiative en espérant ardemment à sa matérialisation et à l'accompagnement institutionnel. Difficile situation pour les victimes des pluies à Mouchi dans le Maïndombe où plusieurs ménages passent depuis jeudi des nuits à la Belle Étoile. Plus de 450 maisons, écoles et églises se sont effondrées. Les biens meubles ont été en grande partie détruits. Le président de la société civile de Maïndombe Plateau, Mputu Mokazina, espère une intervention urgente du gouvernement. Il a été joint au téléphone par Jonathan Messa. Plusieurs familles passent nuit à la Belle Étoile et demandent le secours du gouvernement tant provincial que national pour assister ces familles en difficulté. Les enfants qui ont été blessés quand les briques tombaient sur certaines maisons qui étaient conçues en briques à double, la plupart sont des maisons en briques de terre, ils souffrent vraiment et il y en a qui passent la nuit dans les églises, ils n'ont pas quoi se nourrir. Il y en a qui sont devant l'explosion soleil, ils ont mis un peu de tapot et bâches là-dessus. Les biens meubles sont partis. Et il y en a qui ne savent même plus retrouver parce que ceux qui avaient des petites économies à la maison, et maintenant tout est englouti dans ces murs-là qui sont cassés. Donc ils sont dans la pauvreté la plus absolue. Pas de vêtements, des moyens de faire même la cuisine, tout ça, tous les ustensiles de cuisine sont partis. Donc en fait, ils sont dépossédés, dépouillés totalement. Des propos recueillis par Jonathan Messa. Inspection des routes concédées dans la province du Haut-Katanga, mais également dans le Lualaba. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, a effectué une descente à Likasi-Kolwezi. Objectif, évaluer l'état des routes sous gestion privée et proposer des mesures pour accroître leur rentabilité et leur durabilité. Détail Milva Kayeba. Avec dans sa suite le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, le ministre John Banza de ZTP s'est rendu sur le route Lubumbashi-Likasi, Likasi-Solwezi, Likasi-Kombove et Likasi-Kolwezi. Guidé par le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, son maître d'ouvrage délégué, le ministre a salué le passage en 2x2 voies que subit la route Likasi de manière progressive grâce à la concession gérée par la société de péage du Congo. Au poste de péage de Likasi, installé légèrement après la localité Ngouya, le ministre a reçu les explications sur le fonctionnement et la différenciation de tarifs. À l'étape de la route Likasi-Borne 32, qui va jusqu'à Solwezi en Zambie, dont les travaux ont été lancés le 28 juillet dernier et sont exécutés par le concessionnaire Vaste Réseau de Services au Congo. Le ministre a émis le vœu de voir le travaux se faire rapidement avec la qualité requise. Sur la route Likasi-Kombove, très fréquentée par le camionneur des opérateurs miniers de la zone de Kombove, une autre concession vit déjà. C'est la firme Future Développement Compagnie. Le concessionnaire accordé par le gouvernement de la République à la Sopeco a permis le revêtement de toute la route depuis 2017 et le passage à 2x2 voies en 2023. Le ministre a reçu ses explications et d'autres encore du directeur général de l'ACGT, l'ingénieur Nico Nzaounzao. Il
Il est à noter que la mise en concession est l'un des modes de financement de projets routiers le plus sûr de par le monde. Du réseau autoroutier, en France, ce sont 3/4 du réseau autoroutier qui sont concédés. Des travaux de lutte anti-érosive, curage des rivières et réhabilitation de plusieurs artères de la capitale sont des actions inscrites dans le programme des travaux d'urgence de la capitale. Les ingénieurs de l'Office des voiries et drainages sont à pied d'œuvre pour rendre la circulation fluide à Kinshasa et protéger les populations contre les inondations et autres catastrophes naturelles. Comment se présente ce tableau? Béro Matanda. À Binzaozon, au quartier Komunganga, commune de Kalema, une érosion dénommée Régie des eaux s'était formée l'année dernière, mettant ainsi la population en danger. Cette usure du sol guettait les habitations et handicapait la circulation des populations de ce coin. L'Office des voiries et drainages, dans le cadre du programme d'urgence, a procédé à la construction d'une glissière de 170 mètres qui va servir de canal d'eau vers l'exutoire. Alain Chimbalanga, directeur général de la direction provinciale de l'OVD, précise. Suite à ce que nous avons connu comme inondation, comme phénomène de changement climatique l'année passée, avec le débordement de la rivière Ndjili, il y a eu une détérioration assez considérable de la voirie et surtout aussi du réseau avec un ensablement qui ne présageait pas un avenir radieux. Pour lutter contre tout ça, le chef a estimé qu'il faille prendre le problème à bras le corps. C'est ainsi qu'est né le programme d'urgence. Au niveau de l'érosion dite Régie des eaux, c'est un travail de lutte anti-érosive, c'est vrai, mais surtout de canaliser correctement les eaux vers le point bas, vers la rivière Mbinza. Nous allons continuer en désensablant cette rivière-là pour avoir une profondeur requise, afin d'atténuer les effets d'inondation dans la ville de Kinshasa. Toujours à Ngalema, à Binza Village, au quartier Maninga, l'OVD a construit l'avenue Les Vignas. À ce jour, il ne reste plus que la pose des bordures. Dans la même commune, le pont Molende, jadis métallique, a été transformé en béton armé par l'OVD. Attrayant Dorsey et ingénieur à l'OVD. Une fois que c'est l'avenue LDK et l'avenue Solana. Nous avons également pris en charge la construction de ce pont parce qu'à l'époque, il y avait un pont métallique. Maintenant, l'OVD a construit un pont en béton armé sur une portée de 14 mètres. Nous avons aussi évolué de l'autre côté pour quitter le pont Molende jusqu'au niveau de l'avenue Solana. Dans la commune de Kassavubu, l'OVD a exécuté des travaux de drainage et la construction des caniveaux. Les eaux s'écoulent sans embuscade. À Lemba, l'avenue Kianza qui relie Ngaba à Lemba est revêtue de sa plus belle robe grâce à l'OVD, à la grande satisfaction de la population. Le gouvernement provincial est meilleur par les canaux de l'OVD. C'est ce qu'on attendait qu'on fasse depuis très longtemps. Vraiment, nous félicitons l'OVD. Il faut que les chefs de quartier s'organisent coin par coin en surveillant les gens qui jettent les immondices tout en taxant les amendes. Les travaux de curage sont en pleine exécution à la confluence de la rivière Gombe ainsi qu'à Kimbanseke dans la rivière Chouengue. Une opération conjointe entre l'OVD et la RVF. Béro Matanda, la fourniture en électricité perturbée dans plusieurs quartiers périphériques de Kinshasa après le vandalisme d'un pylône de haute tension sur le site de Kimpoko. Le directeur général de la SNEL, Teddy Lwamba, avec ses équipes techniques et agents de sécurité ont constaté l'ampleur des dégâts. L'ISAM, Institut supérieur des arts et métiers, va démarrer la nouvelle année académique avec une nouvelle filière. Il s'agit de l'hôtellerie et tourisme qui s'ajoute aux trois autres habituels. Il s'agit de haute couture, modélisme ainsi que coiffure esthétique. C'est ce qu'affirme la professeure Florence Mbia-Mwadi, directrice générale de cet établissement. Sachez que cette nouvelle filière va fonctionner avec le concours de l'Institut Vatel International de France. La sœur Florence Mbia précise par ailleurs que le premier concours d'admission pour les candidats n'ayant pas obtenu 60% à l'examen d'État aura lieu le lundi 29 septembre. Elle est au micro de Rachel Insiwe. Les inscriptions ont déjà commencé à l'ISAM et prendront fin le 13 octobre. Les candidats peuvent s'inscrire en ligne en utilisant l'adresse www.isam.optsolution.com
net. Même ceux qui prennent les inscriptions en ligne, ils sont obligés de passer en présentiel pour déposer les dossiers. Nous aurons notre premier concours pour les candidats qui n'ont pas pu obtenir 60% le 29 septembre 2025. En matière de toutes ces filières que nous proposons, c'est la plus grande école qui forme en haute couture, en modélisme, en coiffure, et la coiffure et esthétique que l'ISAM propose, c'est artistique. Encourager les parents à envoyer les enfants à l'ISAM. Et avec le concours de l'institution Vatel International, l'ISAM va davantage s'ouvrir au monde parce que Vatel International fonctionne dans plus de 20 pays à travers le monde et c'est une école qui est venue de la France. Elle offre un diplôme international et en s'alliant à l'ISAM, il y aura aussi le diplôme national. Du coup, les étudiants qui vont s'inscrire à cette 4e filière, hôtellerie et tourisme. L'hôtellerie que Vatel propose, c'est la gestion des grands hôtels, vraiment le management des hôtels. Les étudiants qui s'inscrivent pourront travailler même à l'international. Durant son cursus, l'étudiant va faire le stage ailleurs. Ça donne encore une grande renommée à l'ISAM qui sera désormais collée au nom de Vatel International partout où Vatel va passer à travers le monde. 3 dates retenues à l'Université pédagogique nationale pour l'organisation d'une série de tests d'admission en L1 LMD pour l'année académique 2025-2026. Il s'agit du 28 septembre, mais également le 12 octobre et 26 octobre. D'après un communiqué signé par le secrétaire général académique de l'UPN, Loaka Djonga-Jean, cette série de tests sera organisée en faveur des anciens et nouveaux diplômés n'ayant pas obtenu au moins 60%. Toujours selon ce communiqué, il est demandé aux candidats concernés qui ont pris l'inscription en ligne de se présenter à l'une de ces dates à 9h munis de leur bordereau de paiement des frais d'inscription et leur carte d'identité pour participer au premier tour. Ce test portera sur les matières de 4e année des humanités, soit 6e secondaire dans l'ancienne appellation. Les écoles de Kinshasa enregistrent un taux de 67% de violences sexuelles, 76% des châtiments corporels et 84% d'intimidation et de discrimination systématique. Des chiffres rendus publics par l'organisation américaine IPAS, l'enquête met en lumière une réalité préoccupante affectant particulièrement les jeunes filles enceintes, les enfants handicapés et les élèves non conformes au genre. Ces résultats ont été présentés lors d'un atelier organisé à Kinshasa, fruit d'un partenariat entre 3 institutions, l'Université d'Abidjan, l'Université de Kinshasa via l'École de santé publique et l'ONG IPAS. Pour Nadia Lobo, chargée de recherche, suivi et évaluation chez IPAS RDC, il est urgent d'agir pour protéger les élèves et garantir un environnement scolaire sûr, respectueux et inclusif. Elle est au micro de Genovic Mboa. Nous voulons que les élèves puissent aller à l'école sans avoir peur d'être violentés à l'école. Alors nous sommes basés sur 2 critères. Le premier critère c'était le district et le deuxième critère c'était le régime de l'école. C'est-à-dire école conventionnée catholique, les écoles privées, ainsi de suite. Tout le monde parle tous les jours de violences basées sur le genre, les gens parlent de violences sexuelles, d'autres parlent des problèmes d'inclusion. Aujourd'hui on parle de plus en plus de la question des filles enceintes à l'école. On n'avait pas vraiment des données, des évidences générées. Aujourd'hui nous avons des évidences sur les violences sexuelles. Nous avons des évidences, vous avez entendu que 67% des élèves subissent des violences sexuelles à l'école. 84% des élèves subissent des violences verbales à l'école, vous comprenez. Il y a au moins 75% qui subissent des violences corporelles à l'école. Donc ça sont des faits qui peuvent aider tout justement les écoles, les ministères et les autres parties prenantes à réfléchir à des solutions et des interventions qui sont efficaces. Les prochaines étapes, c'est toujours des activités de dissémination, mais avec des groupes un peu plus ciblés. Ici, nous avons fait une restitution générale aux parties prenantes. Maintenant, nous allons nous attaquer dans les sous-groupes, les enseignants, les chefs d'établissement, les autorités du ministère de l'Éducation, les programmes spécifiques comme les programmes de santé de la reproduction et d'autres acteurs comme les comités des parents également qui seront ciblés de manière plus proche pour partager les résultats de l'enquête. Alors IPAS, il est institution de mise en œuvre de ce projet ici au niveau de la RDC. Nous allons nous occuper plus de la partie intervention. L'école de santé, c'était plus la partie recherche exploratoire et nous allons sur base de ces résultats mener des activités pour essayer de relever les défis que nous avons rencontrés lors de la présentation de résultats. Des propos recueillis par Genovic Mboa. Le gouvernement surveille de près l'évolution de l'épidémie de choléra en RDC.
RDC. Le nombre de cas a légèrement diminué, passant de 1188 à 1158, soit une baisse de plus de 3% en une semaine. À Kinshasa, 48 nouveaux cas suspects ont été signalés, mais aucun décès n'a été enregistré. La journée mondiale de la contraception ou de la planification familiale, célébrée vendredi 26 septembre dans le monde. En RDC, le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et la reproduction relève un fossé entre les engagements pris par le gouvernement dans le cadre du Family Planning 2030 et la réalité sur le terrain. Ce réseau fait savoir que de nombreux défis persistent sur le terrain, tant au niveau de l'accès aux services que de la qualité de l'offre, notamment pour les adolescentes, les jeunes et les populations vulnérables. Et les avancées promises par le gouvernement peinent à se concrétiser. Cette situation fait que le taux de prévalence contraceptive chez les femmes en Union est passé de 18% en 2018 à 10,7% en 2024. Le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et la reproduction appelle le gouvernement à transformer ses promesses en action. Écoutez le docteur Patrick Jomo, directeur pays de Marie Stop International RDC, au micro de Dieu merci Lusakomono. MSA RDC appuie le gouvernement dans le sens d'apporter les moyens techniques et financiers pour la mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel de la planification familiale. Pour ce qui est des défis actuels, ils sont prédominamment liés à la situation globale en ce qui concerne la planification familiale, avec le fait que beaucoup de gouvernements qui appuyaient la RDC dans ce domaine ont diminué leur financement globalement, ce qui met à risque le domaine de la planification familiale qui souvent est considéré comme accessoire à la santé. Et pourtant, c'est vraiment un domaine qui peut aider aussi les populations à se maintenir en bonne santé, surtout les femmes, à gérer leur sexualité et leur maternité. C'est vraiment le défi qui fait que non seulement l'appui financier est réduit sur le plan global, mais aussi l'accompagnement politique qui existait au niveau global, que ce soit au niveau de l'OMS ou de certaines autres agences des Nations Unies comme l'UNFPA. Nous voyons de plus en plus avec l'avènement surtout du président Donald Trump des prises de position de ces organisations qui sont des prises de position, disais-je, qui sont de moins en moins clairement engagées, n'est-ce pas, dans la voie de faire en sorte que les populations, surtout dans les pays comme le nôtre, puissent avoir accès à la planification familiale. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel de l'actualité, l'Union européenne s'apprête à verser 51 millions d'euros au Rwanda pour son secteur minier. C'est le député français au Parlement européen Thierry Mariani qui le révèle et dénonce l'incohérence européenne à son comble. L'opposant Délice Sanga lance sa campagne « Ne touche pas à ma constitution ». Le leader du parti en vol attend la fin du mandat de Félix Tshisekedi, dénonçant toute modification de la loi fondamentale à des fins politiques. Plusieurs irrégularités et zones d'ombre constatées dans la gestion des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani par le Frivao. C'est ce que révèle un rapport publié par le Centre de recherche en finances publiques et développement local. Difficile situation pour les victimes des pluies à Mouchi dans le Maïdombe où plusieurs ménages passent depuis jeudi des nuits à la Belle Étoile. Plus de 450 maisons, écoles et églises se sont effondrées. Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Béro Matanda, Isabelle Moengo, journal mis en onde par Grace Lema. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube. Kalambaye, restez à l'écoute de Top Congo démocratique. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.